Merci Clément. À mon tour, je vais vous remercier de vous être levé en ce samedi matin pour écouter un sujet un peu compliqué, qui est celui de l'énergie nucléaire. Tellement compliqué qu'il a longtemps été réservé à une certaine élite intellectuelle et politique. Mais aujourd'hui, avec la progression du débat démocratique et l'intérêt des citoyens pour l'énergie de manière générale et l'énergie nucléaire, eh bien, les citoyens reprennent un petit peu la parole sur ce sujet, on leur demande leur avis, c'est pas toujours suivi des faits, mais en tout cas, les citoyens sont plus consultés. Alors ils sont plus consultés, mais le débat est toujours un petit peu compliqué. Et c'est difficile de se faire un petit peu son opinion parce qu'on entend des choses contradictoires dans le débat, c'est un petit peu compliqué de savoir si c'est vrai. Donc ce qu'on propose aujourd'hui, c'est d'essayer de voir un petit peu quelques données ensemble pour que vous puissiez reprendre la main sur ce débat et vous faire votre idée sur la base de données qu'on essaiera le plus objectif possible. Alors pour regarder ça ensemble ce matin, on va essayer de revenir un petit peu aux bases. Quand on parle d'énergie nucléaire, on parle d'énergie. Donc on va essayer de savoir ce que c'est que l'énergie, qu'est-ce que ça représente dans le monde. On verra quelle est la dynamique mondiale pour le nucléaire, parce que c'est important de replacer ça dans une dynamique mondiale. On verra ensuite le cas particulier de la France, et on verra en quoi c'est un cas particulier. Et ensuite, on essaiera de voir un petit peu ce qui pourrait se passer dans les années à venir, sortir ou non, et qu'est-ce que nous disent plusieurs scénarios prospectifs. Vous êtes prêts? Alors, on peut commencer. Alors déjà, qu'est-ce que l'énergie? E égale MC2. Mais alors, si je vous demandais aujourd'hui ce que c'était que l'énergie, alors comme on est à une conférence sur l'énergie nucléaire, beaucoup me diraient c'est le nucléaire. Ce qui n'est pas totalement faux. D'autres me diraient c'est l'électricité. En cette période de gilet jaune, d'autres me diraient c'est mon plein d'essence, ce qui me permet d'avancer dans ma voiture. Là, comme il fait un peu froid, c'est ce qui permet aussi de se chauffer. Et s'il y en a qui ont déjà faim parce qu'ils n'ont pas pris un petit déjeuner, il y en a qui me diront c'est tout simplement ce qui me permet de cuire mon poulet ou mes légumes, comme vous le souhaitez. Et alors l'énergie, c'est un petit peu tout ça en fait. Si on donnait une définition générale à l'énergie, c'est ce qui permet de transformer notre environnement. C'est ce qui permet de passer d'un état A à un état B. Moi, par exemple, je suis ici. Si je me déplace un petit peu, j'étais à une position A, je passe à une position B grâce à l'énergie que j'ai mis dans mes jambes pour me déplacer. Ça se mesure. Ça se mesure aussi avec tout ce que je vous ai présenté là. Donc, évidemment, avec le mouvement quand on avance, grâce à l'essence qu'on a mis dans sa voiture, quand on fait passer le poulet d'un état cru à un état cuit, quand on allume une pièce grâce à l'électricité, ou quand on fait passer une pièce d'une température à une autre, que ce soit pour la refroidir ou la réchauffer. Donc voilà, l'énergie, c'est ce qui nous permet de transformer notre environnement. C'est aussi ce qui nous a permis de faire 2 révolutions industrielles, qui sont en fait des révolutions énergétiques. Le charbon d'abord, puis ensuite, principalement après la Seconde Guerre mondiale, le pétrole, qui nous a permis de faire une mondialisation, qui nous a permis de dessiner le monde qu'on connaît aujourd'hui. Pétrole et charbon, c'est tellement les 2 énergies qui nous ont permis de faire la révolution industrielle que c'est en fait les 2 énergies qu'on utilise le plus aujourd'hui. Dans le monde, si on regarde quelles énergies on utilise globalement, on a le pétrole et le charbon qui sont archi-dominants. Alors, le pétrole principalement pour se déplacer, on dit souvent que c'est l'énergie de la mondialisation. Le charbon, aux 2/3, c'est fait pour faire de l'électricité. On a ensuite une troisième énergie, le gaz, qui était en fait historiquement un sous-produit du pétrole. C'était du pétrole plus léger, donc en fait il était gazeux. C'est depuis une énergie aussi qu'on extrait du sol, notamment les gaz de schiste, je pense que tout le monde en a entendu parler. Mais voilà, c'est une énergie moins connue, mais qu'on extrait du sol, donc c'est une énergie fossile qui s'épuise et qui a beaucoup de points communs avec les 2 autres. Un jour, peut-être que ce gaz sera du gaz renouvelable, quand on arrivera à récupérer les rots de vache et le gaz émis par la décomposition des déchets. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement le cas, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que
l'énergie qu'on utilise dans le monde pour transformer notre environnement, pour se chauffer, pour se déplacer, pour produire de l'électricité, c'est principalement des énergies fossiles. Pétrole en tête, gaz, charbon. Charbon-gaz, dans l'autre sens. Si on regarde les autres énergies, alors c'est 85%, hein, c'est-à-dire que là, quand on va parler du reste, on va parler de 15% de l'énergie. On a l'énergie hydraulique. Donc vous voyez, les grands barrages qui alimentent des turbines, qui les font tourner, c'est 7% de l'énergie dans le monde. Après, il y a d'autres énergies, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, en fait. C'est le nucléaire et les énergies renouvelables. Alors, énergie renouvelable, tout confondu, hein, c'est-à-dire j'ai mis aussi le bois, l'éolien, le solaire, toute énergie renouvelable confondue, c'est 5%. Et le nucléaire, c'est également 5%. 5% ou 4 ? 4 en fait. Ça diminue un petit peu. Donc voilà, donc quand on parle du nucléaire, il faut bien savoir qu'on parle d'une énergie qui représente en fait 4% de l'énergie consommée dans le monde, hein. Donc c'est marginal. À chaque énergie, ses défauts. Donc là, on a présenté globalement toutes les énergies. Chaque énergie a ses défauts. Vous n'avez pas une énergie zéro défaut, sauf celle que vous ne consommez pas en fait. Si on regarde pour les énergies fossiles, donc 85%, je vous ai mis une jolie photo de marée noire, jolie je ne sais pas, mais en tout cas assez représentative, je pense que vous me voyez venir. Les énergies fossiles, donc 85% des énergies dans le monde, c'est extrait en sous-sol, avec tous les impacts que ça a, hein. En général, on déforeste un petit peu, hein, pour pouvoir extraire du sous-sol des énergies fossiles. Et c'est épuisable, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas à l'infini. Et avant qu'il n'y en ait plus du tout, en fait, il y aura surtout une grosse tension sur les prix et l'accessibilité. On le voit en ce moment, hein, la crise du gilet jaune, quelque part, en fait, c'est un petit peu une crise du pétrole, hein. Quand les prix de marché ont augmenté, forcément le prix à la pompe a augmenté, ça attaque le pouvoir d'achat. C'est pas lié au fait qu'il n'y ait plus de pétrole, il y en a encore. Juste il y en a moins, les prix montent. Bien sûr, les énergies fossiles, c'est responsable d'énormément de pollution. Donc là, vous avez les photos des marées noires. Vous avez d'autres types de pollution, tout ce qui est rejeté dans l'environnement, qui n'est pas toujours exploité. Pour la petite blague, avant, le gaz n'était pas exploité. Quand on extrayait du pétrole et qu'il y avait du gaz avec, on ne l'exploitait pas, juste on le brûlait ou on le rejetait n'importe où. Voilà, donc les énergies fossiles, c'est responsable de certaines pollutions, notamment des pollutions atmosphériques. Tout ce qui est pollution de l'air, particules fines, c'est les énergies fossiles, essentiellement. Je me permets d'insister un petit peu là-dessus. En France, on estime que c'est 50 000 morts par an. 50 000 morts prématurées par an dues à la pollution de l'air, essentiellement dues à la combustion des énergies fossiles. Enfin, les énergies fossiles, et c'est un sujet qui a beaucoup pris de l'ampleur dernièrement, leur combustion est responsable du réchauffement climatique anthropique, c'est-à-dire du surplus de réchauffement climatique dû à l'homme. Quand vous faites brûler du charbon, un gaz ou du pétrole, on dit que ça casse les chaînes de carbone, que ça se mélange avec l'air, que ça fait du CO2, donc du dioxyde de carbone, qui se retrouve dans l'air. On en rejette de plus en plus chaque année. Toujours. Jamais arrêté d'en faire. Et donc ça, c'est responsable du réchauffement climatique. Donc ça veut dire que 85% des énergies qu'on utilise aujourd'hui sont responsables du réchauffement climatique. Et c'est ce qui nous permet de transformer notre environnement, de nous déplacer, de produire de l'électricité. Et tout ça, il faut s'en débarrasser si on veut tenir la trajectoire des 2 degrés maximum. Voilà, donc énergie fossile, beaucoup de défauts, 85% de l'énergie dans le monde. Si on passe du coup à l'énergie qui vient juste après, l'énergie hydraulique, je passerai rapidement dessus. L'énergie hydraulique, ce qu'il faut retenir, c'est que principalement, ça nécessite de grands espaces et une géographie un petit peu particulière. C'est-à-dire que pour avoir des cours d'eau qui font tourner des turbines, il faut avoir des montagnes, des grandes chutes d'eau, il faut prendre de l'espace. Donc quand vous avez une géographie un petit peu particulière et qu'il n'y a pas grand monde dans votre pays, typiquement la Norvège, vous pouvez fonctionner avec 100% d'hydraulique, il n'y a pas de problème. C'est un peu moins le cas en Islande, au Costa Rica, dans des pays comme ça. Mais voilà, c'est une exception. C'est une énergie assez pratique parce qu'elle est renouvelable et on peut faire, si on a les espaces suffisants, on peut produire de l'électricité avec de l'énergie hydraulique en masse. Mais voilà, ça nécessite une géographie particulière. Je ne reviens pas dessus. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le nucléaire. Avec une petite photo d'ambiance.
Principal défaut du nucléaire, je pense que si je vous demandais d'en citer deux, tout le monde me dirait à peu près la même chose, à juste titre. Le premier défaut, c'est le risque d'accident. Fukushima, Tchernobyl, on entend dans la salle évidemment. Les risques d'accident et de leurs conséquences sur plusieurs milliers d'années, peut-être millions d'ailleurs. Alors il faut essayer de quantifier un petit peu tout ça. Tchernobyl, c'est en gros 100 000 morts en tout. C'est une zone d'exclusion, donc c'est-à-dire une zone où on n'a plus trop le droit d'aller, on n'a plus le droit d'habiter. Et c'est des coûts aussi, puisque c'est pas comme si on avait juste rayé un endroit de la carte et qu'on n'y touchait plus jamais. Il y a un certain coût de maintenance pour essayer de continuer à contenir la radioactivité. Donc ça a un coût, des morts et une zone d'exclusion. 100 000 morts pour quantifier, donc on avait dit 50 000 morts de la pollution atmosphérique par an en France, là 100 000 morts d'un coup. Voilà, il y a plusieurs personnes qui disent voilà, c'est moins de morts que les énergies fossiles. Effectivement, enfin, c'est toujours des morts. Hein. Donc c'est pas un argument valable, en vrai. Fukushima, ce qui est intéressant, c'est que comme c'était un petit peu plus transparent, on a pu chiffrer vraiment quel était l'impact financier de cet accident nucléaire. On estime ça à 400 milliards d'euros ou de dollars, je ne sais plus. 400 milliards, pour vous donner un ordre d'idée, c'est un cinquième du PIB de la France. Voilà, un accident nucléaire qui coûte un cinquième du PIB de la France. Évidemment, il y aura une zone d'exclusion aussi autour de Fukushima, comme il y a eu pour Tchernobyl. Moins de morts à Fukushima, par contre. Il y a eu surtout des morts liées au tremblement de terre qui était juste avant, 10 000 morts. Les morts liées à Fukushima, beaucoup moins. Il y a débat sur combien, comment on les compte, tout ça. Bon, il y a toujours des morts, donc c'est toujours pas un argument, en vrai. Il y a les déchets nucléaires, évidemment. Déchets nucléaires dont on sait, sait pas trop quoi faire. La meilleure solution qu'on ait trouvée, c'est de creuser un trou pour les mettre dedans. Actuellement, les déchets nucléaires, on les refroidit dans des piscines et ensuite on les stocke en profondeur. Alors, vous connaissez le projet de Bure, peut-être. Stockage en profondeur des déchets nucléaires sera en service autour de 2030. Voilà. Aujourd'hui, c'est la meilleure solution qu'on ait trouvée. Alors, côté pro-nucléaire, on nous dit, bah voilà, on creuse un trou, on met dedans, terminé. Côté anti-nucléaire, on dit, est-ce que c'est bien raisonnable de se dire que la meilleure solution qu'on ait trouvée pour traiter des déchets après 30 ans de recherche, c'est de creuser un trou et de les mettre dedans? Voilà, je vous laisse vous faire votre avis là-dessus. Il y a d'autres défauts qu'on connaît sur le nucléaire aussi, qu'on évoque un petit peu moins, mais qui à mon sens, sont intéressants à voir, parce que c'est ce qui a apporté je dirais une certaine rationalisation du débat anti-nucléaire. Aujourd'hui, il y a des vraies personnes raisonnables qui nous disent qu'il faut sortir du nucléaire pour plusieurs raisons, et c'est pour d'autres raisons que je vais vous citer ici. Le premier, c'est le risque de prolifération. Alors, on n'en parle pas tellement, mais quand vous faites une réaction de fission nucléaire, en sortie, vous récupérez bien évidemment des déchets, on vient d'en parler, mais aussi du plutonium. Donc plutonium que vous pouvez réutiliser pour réalimenter un réacteur, mais plutonium qui est aussi un des éléments qui entre en composition dans l'arme nucléaire. C'est-à-dire que pour faire une arme nucléaire, il vous faut de l'uranium enrichi, que vous pouvez dire, ouais, mais ça, je le mets dans ma centrale. Bon. Et il vous faut également du plutonium pour amorcer la réaction. Donc voilà, il y a un risque de prolifération quand on utilise l'énergie nucléaire. C'est pas parce qu'on a du plutonium que ça suffit pour faire l'arme nucléaire. Il faut bien évidemment toute l'industrie de l'armement derrière, il faut la balistique, il faut éventuellement des équipements particuliers. Donc c'est pas suffisant, mais c'est une des conditions nécessaires qui peut être remplie à ce moment-là. Alors sur les coûts, très intéressant parce que ça a beaucoup changé ça en fait ces dernières années. On a un coût qui n'est pas forcément bien maîtrisé du démantèlement nucléaire. C'est-à-dire qu'une centrale nucléaire, ce n'est pas éternel. À un moment, en fin d'exploitation, il faut la déconstruire. Dans le monde, on a totalement déconstruit assez peu de centrales nucléaires, en fait. Et donc, on a un coût qui est mal maîtrisé sur le démantèlement. Alors, il y en a eu quelques-unes quand même, des petits réacteurs. Il y a les États-Unis qui sont aussi assez avancés sur le démantèlement nucléaire, qui ont fait des chiffrages. Ça n'intervient pas forcément à grande échelle dans le coût du nucléaire de manière générale. Par contre, c'est pareil, c'est pas toujours reluisant de se dire qu'il y a un coût de la chaîne qu'on ne maîtrise pas. Il y a un autre coût, par contre, que là on connaît bien, qui est le coût de la sécurité. Et c'est globalement ce qui a fait augmenter le coût du nucléaire ces dernières années.
Si vous regardez le coût du nucléaire, bon, parce qu'historiquement on disait oui mais ça coûte pas cher tout ça, si on réactualise un petit peu les coûts, globalement le coût de l'énergie nucléaire et notamment des nouvelles énergies nucléaires, c'est-à-dire des nouvelles centrales qu'on construit aujourd'hui, est plutôt en augmentation, pour deux raisons. La première, c'est le coût de la sécurité, notamment depuis Fukushima, hein, c'est-à-dire depuis Fukushima, on a fait une hausse des mesures de sécurité, donc tout ça a un coût conséquent à la fin. Et aussi, il y a moins d'effets d'échelle. C'est ça qui fait aussi augmenter le coût du nucléaire. C'est-à-dire que le nucléaire, globalement, on en construit moins, on verra ça juste après dans des graphes, donc vous avez moins d'économies d'échelle. Si vous construisez un réacteur à droite, à gauche, vous ne faites pas des grandes économies d'échelle. Ça, combiné au coût de sécurité qui augmente, fait que le coût de l'énergie nucléaire augmente en fait. Et enfin, une des raisons qui, selon moi, explique aussi que le nucléaire n'a pas pu se développer outre mesure dans le monde, c'est la question de la dépendance technologique. Si on devait rentrer en détail sur comment est-ce que ça fonctionne une centrale nucléaire aujourd'hui, une réaction nucléaire, ça prendrait probablement toute la conférence et même l'après-midi. Donc voilà, je passe un petit peu dessus. Le nucléaire, c'est quelque chose de très pointu. Ça veut dire que pour être indépendant sur sa production d'énergie nucléaire, en fait, il faut maîtriser toute la technologie. Et ça, il y a extrêmement peu de pays qui le font. La conséquence de ça, c'est que quand vous êtes un pays et que vous déployez de l'énergie nucléaire chez vous, soit c'est vous qui la construisez et dans ce cas-là, vous maîtrisez la technologie et on peut dire qu'il y a une certaine indépendance, soit ce n'est pas le cas et en fait, vous liez des liens de dépendance avec un autre pays. Ça, la Russie le comprend assez bien. C'est-à-dire que la Russie fait partie des pays qui maîtrisent l'énergie nucléaire, qui exportent très bien ses réacteurs nucléaires, principalement pour créer des liens d'interdépendance avec d'autres pays, comme ils le font déjà sur le gaz. Il y a une certaine expertise là-dessus. La question de la dépendance à la ressource, puisque les centrales nucléaires consomment de l'uranium, je reviendrai dessus un petit peu plus tard, mais on verra que la question de la dépendance en fait, sur le nucléaire, elle se fait sur la technologie, pas sur la ressource. J'expliquerai un petit peu plus tard. Un point sur le nucléaire qu'il ne faut absolument pas dire, parce que c'est faux, c'est qu'il est responsable du réchauffement climatique. Ça, c'est faux. Le nucléaire n'est pas responsable du réchauffement climatique. Ça ne veut pas dire que c'est la solution. Ça veut dire que ce n'est pas le problème. Si je vous ai demandé de dessiner un réacteur nucléaire, donc la plupart d'entre vous m'auraient dessiné un aéroréfrigérant. On voit un gaz qui s'échappe de là. On est tenté de croire que ce gaz est responsable du réchauffement climatique. Ce gaz, c'est de la vapeur d'eau. C'est de la vapeur d'eau qui sert à refroidir les circuits. Donc ce n'est pas du tout le sujet du réchauffement climatique. Et en fait, si on dessine un réacteur nucléaire, on peut aussi dessiner ça. Et là, vous voyez, il n'y a pas d'aéro-réfrigérant. Ça, c'est la centrale de Flamanville. Donc vous voyez, il y a 2 cœurs de réacteurs. Il y en a un troisième en construction, c'est l'EPR. Il n'y a pas d'aéro-réfrigérant, il n'y a pas de rejet de gaz. Puisque ce qu'on utilise pour refroidir les circuits, c'est l'eau de la mer. On jette ensuite. Parce que l'océan est un réfrigérant assez fort pour que finalement ça varie assez peu sur la température, même pas du tout. Donc voilà, le nucléaire n'est pas responsable du réchauffement climatique, ça ne veut pas dire que c'est la solution. Attention à bien discerner les deux débats. J'insiste parce que, bon, selon des sondages, il y a plus d'un Français sur 2 qui pense que c'est le cas. Je vous le dis, ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, à chaque énergie, ses défauts. Passons sur le renouvelable maintenant. Alors là, vous m'excuserez, je ne peux pas aborder toutes les énergies renouvelables. On a déjà parlé un petit peu d'hydraulique. Il y a le bois, le gaz renouvelable. J'ai dit que j'en parlais pas plus. On va principalement parler des 2 énergies renouvelables qui servent à produire de l'électricité et qui sont en développement en ce moment, l'éolien et le solaire. L'éolien et le solaire, 2 défauts principaux. C'est le caractère peu concentré et intermittent, ou variable prévisible. Alors je ne sais pas pourquoi les pro-nucléaires disent intermittent, les anti-nucléaires disent variable prévisible. Ça, c'est juste de la sémantique. À la fin, c'est la même chose. C'est pas forcément clair, donc je vous propose d'expliquer ce que peu concentré et intermittent veut dire. Alors, pour ça, je vous propose de prendre un petit exemple. Si je vous demandais de cuire un poulet au four. Voilà, petit poulet. On a vu que l'énergie, ça servait aussi à cuire des aliments. Mettons qu'on le fait cuire pendant 1 heure au four, ça veut dire 1 kWh. Bon, 1 kWh, ça ne veut rien dire. Donc si je vous demandais de pédaler sur un vélo, en fait, pendant 1 heure pour produire l'énergie suffisante pour cuire votre poulet,
il faudra qu'il y ait 10 cyclistes qui pédalent pendant 1 heure pour produire suffisamment d'énergie. Voilà. Si on les paye pendant 1 heure, mettons au SMIC non chargé, 10 €, ça veut dire que ça fait 100 €. Là, vous avez payé 100 € pour pouvoir cuire votre poulet, même pas pour l'acheter, pour le cuire. Voilà. Ce qui a fait qu'historiquement, on est passé aussi des énergies renouvelables. Avant, il n'y avait pas le charbon, tout ça, il y avait principalement des énergies renouvelables. On est passé des énergies renouvelables aux énergies fossiles parce qu'elles étaient plus concentrées et parce que la force motrice de nos seuls bras, de l'eau et du vent ne suffisait plus. Si je vous demandais de cuire ce poulet, mais avec des énergies fossiles ou fissiles, ou le nucléaire, on verra ce que ça donne. En fait, ça vous demanderait un petit tas de charbon, une bonbonne de gaz ou une petite canette de pétrole. Donc dans une canette de pétrole, vous avez autant d'énergie que 10 cyclistes qui pédalent pendant 1 heure. C'est pour ça qu'on les utilise. Ça coûte aussi moins cher. Un tiers de litre, ça fait quoi, 50 centimes versus les 100 € pour les cyclistes. C'est ça le caractère très concentré en fait des énergies fossiles. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que les énergies renouvelables sont peu concentrées. Alors si on devait utiliser du nucléaire pour faire ça, un peu compliqué, en fait on n'aurait pas besoin de beaucoup de ressources, on aurait besoin d'une petite pincée d'uranium. Bien évidemment, pour le solaire et l'éolien, j'aborde ça juste après. Bien évidemment, vous n'allez pas utiliser une petite pincée d'uranium dans votre cuisine pour faire cuire un poulet. Voilà, il vous faudra en fait une grande centrale nucléaire qui produit l'électricité et vous branchez dessus. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si on compare un petit peu tout, petit tas de charbon, 1 litre de gaz, une canette de pétrole, petite pincée d'uranium. L'énergie nucléaire est en fait encore plus concentrée que les énergies fossiles. C'est ce qui fait que la dépendance en fait, sur l'énergie nucléaire vient principalement de la maîtrise de la technologie, pas tellement de la ressource. Pour vous donner un ordre de grandeur, en France, pour alimenter donc, toutes les centrales nucléaires qui font 75% de l'électricité, c'est 10 000 tonnes d'uranium par an. Le pétrole, on en consomme à peu près 100 milliards de litres par an. 100 milliards versus 10 000 tonnes. L'uranium, il y en a à d'autres endroits du monde, donc il faut l'extraire, tout ça, ça a des défauts, mais voilà. La dépendance n'est pas à la ressource, elle est vraiment à la maîtrise de la technologie. Donc c'est pas pertinent de parler de ressources en fait quand on parle de nucléaire. Il faut parler d'autre chose. Il faut parler des accidents, des déchets, du coût, mais pas tellement de la ressource. Alors si on utilisait des énergies renouvelables maintenant pour faire ça, donc si on utilisait de l'éolien et du solaire, alors 1 kWh c'est une éolienne de 5 mètres pendant 1 heure, à condition moyenne de vent, sachant que le vent il n'y en a pas toujours, ou 45 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Voilà, donc ça prend plus d'espace. C'est là qu'on voit que c'est peu concentré. Pour vous donner une autre illustration, on va parler d'éoliennes qui ont été déployées récemment. Il y a un champ de 6 éoliennes qui ont été déployées dans le Jura récemment, sans contestation locale, donc avec acceptation de la population suite à un débat public, tout ça. Chacune de ces éoliennes fait 193 mètres pour 3 mégawatts à la fin. Alors 193 mètres, c'est à bout de pale, hein, pas juste le main, mais à bout de pale, 193 mètres. C'est 17 mètres de moins que la tour Montparnasse. Voilà, si vous mettez les deux à côté comme ça. Donc voilà, un champ d'éoliennes, de 6 éoliennes, donc 6 tours Montparnasse, 3 mégawatts chacune. Si on devait comparer au nucléaire, je trouve que ce n'est pas toujours comparable. 1700 mégawatts, l'EPR. Donc en gros, si vous voulez la même puissance qu'un EPR avec des éoliennes, il vous faut 100 champs de 6 tours Montparnasse. Voilà, c'est ça le caractère peu concentré des énergies renouvelables. Alors maintenant, l'intermittence, c'est quoi? L'intermittence, c'est le fait que ça ne produit pas toujours de la façon dont on voudrait, grosso modo. Si on compare la production nucléaire sur les 8 derniers mois avec la production éolienne, par exemple, ça vous donnerait ça, si mon schéma s'affiche. Voilà. En haut, vous avez le nucléaire, en bas, vous avez l'éolien. Sur le nucléaire, vous avez une production qui est globalement assez stable,
Alors elle baisse quand c'est la fin de l'hiver, parce que c'est là qu'on en profite pour faire des maintenances, avec une certaine puissance garantie. En bas, c'est l'éolien. Alors on voit que l'éolien, ça tombe pas à zéro. Par contre, vous avez des pics. Enfin, vous avez des pics et vous avez une grande variabilité. Ça, pour l'électricité, c'est très compliqué à gérer pour le réseau. Parce que l'électricité, ça ne se conserve pas à grande échelle. Donc il faut qu'elle soit consommée au moment où elle est produite. Donc historiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on a une consommation qui est variable, chacun allume la lumière un peu quand il veut, et une production qui s'adapte. C'est beaucoup plus compliqué de le faire avec du renouvelable, essentiellement avec de l'éolien et du solaire. Parce qu'on a ces phénomènes de pic, on a cette variabilité qu'on peut prévoir, hein, mais avec laquelle il faut composer. Ça a un coût, in fine. Un coût et une complexité en plus à gérer pour le réseau. Si on regarde pour le solaire, je propose de regarder un autre schéma. En fait, le solaire, ça produit en bosse. Forcément, ça produit quand il y a de la lumière, donc essentiellement en journée. Et l'électricité, on en a besoin tout le temps. Donc il faut pouvoir s'éclairer, chauffer le soir. Il faut que les trains partent à l'heure, donc il faut qu'il y ait de l'électricité au moment où le train doit partir. C'est beaucoup plus compliqué à gérer avec des énergies intermittentes, ou variables prévisibles, comme vous voulez, qu'avec de la production qu'on dit pilotable. Hydraulique, nucléaire, fossile, tout ça c'est pilotable. Voilà, donc c'est ça en fait, les deux principaux défauts de l'éolien et du solaire, peu concentré, non pilotable. Alors une fois qu'on s'est dit tout ça, quelle est la dynamique mondiale sur le nucléaire, sur les énergies renouvelables, donc en prenant compte de tout ça? Globalement, ce qu'on voit, c'est que l'énergie nucléaire en proportion est plutôt en chute dans le monde. On voit qu'il y a eu un plateau de développement de l'énergie nucléaire au moment de Tchernobyl. Et puis ensuite, on a eu un plateau et ensuite une décroissance. Décroissance qui s'est amorcée avant Fukushima. Après Fukushima, ça s'est encore accentué. Mais voilà, tant et si bien qu'aujourd'hui, le nucléaire produit 10% de l'électricité dans le monde. Par rapport à 17% qu'il pouvait faire il y a 20 ans. 10% de l'électricité dans le monde, 4% de l'énergie. Attention, l'électricité, ce n'est pas toute l'énergie. Et voilà, on voit bien que c'est marginal. L'éolien maintenant, si on regarde juste l'éolien. Alors là, je vous ai mis juste l'éolien, mais le solaire se développe aussi. Mais je vous ai mis l'éolien parce que c'est un peu compliqué de consolider les deux chiffres. On voit qu'il y a une belle progression sur l'éolien, globalement, dans le monde. Tant et si bien qu'aujourd'hui, l'éolien, c'est à peu près 4% de l'électricité dans le monde. Donc là, si on parle business, en fait, les opportunités de développement économique dans le monde se font surtout sur l'éolien et le solaire, plus que sur le nucléaire, qui aujourd'hui est un petit peu en décroissance, sachant que les pays qui développent principalement le nucléaire, c'est principalement des pays qui maîtrisent la technologie. Chine, Russie. Alors ensuite, ils exportent, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un marché de niche sur le nucléaire dans lequel on se bat un peu, on retrouve les mêmes acteurs. Mais voilà, les énergies renouvelables progressent plus dans le monde que l'énergie nucléaire. C'est le cas aussi en Chine. En Chine, l'éolien produit plus d'électricité que le nucléaire. Hein. De pas beaucoup, mais quand même un peu. Alors est-ce qu'il faut se réjouir ou se désoler de cette situation? En fait, quand on parle de ça, on ne parle pas de l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire le charbon. Le charbon, c'est très français de penser que c'est une énergie du passé. En fait, le charbon, si je l'ajoute sur le graphique que je viens de vous montrer, c'est stable. C'était 38% de l'électricité il y a 30 ans et c'est toujours 38% de l'électricité aujourd'hui. Sachant qu'on consomme 2 fois plus d'électricité aujourd'hui. Donc en fait, le charbon a doublé depuis 30 ans. Et on construit encore des centrales à charbon aujourd'hui. C'est-à-dire que cette dernière semaine, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a eu la COP24 à Katowice. La Pologne, c'est quand même un pays qui carbure bien au charbon. Ils ont continué à ouvrir des centrales. En Allemagne, globalement, le charbon est stable. On n'a pas remplacé le nucléaire par le charbon en Allemagne. Hein. Surtout, il ne faut pas dire ça, parce que ce n'est pas vrai. En Allemagne, on a fermé des centrales à charbon. Par contre, on en a ouvert d'autres pour remplacer. Tant et si bien que le charbon est globalement stable en fait en Allemagne, pour plusieurs raisons, consensus social, indépendance, tout ça. Donc voilà, donc pendant qu'on parle nucléaire renouvelable, il y a une énergie là, discrètement, qui fait son petit palier, c'est le charbon. Et ça, c'est une catastrophe.
Catastrophe à tous les niveaux. Déjà parce qu'il y en a beaucoup, du charbon, donc on n'en manquera pas tout de suite. Je pense qu'on sera tous cramés avant. Parce que pollution de l'air, parce que réchauffement climatique. Voilà, ça c'était pour vous donner un petit peu la dynamique mondiale. Alors ensuite, si on regarde en France, quelle situation? En France, on a 19 centrales nucléaires, 58 réacteurs répartis sur 19 centrales. Donc là, on voit le caractère un peu concentré, c'est-à-dire qu'il n'y a que 19 centrales qui nous donnent les 3/4 de notre électricité. Okay. Souvent, on dit la France, champion climatique, tout ça. C'est principalement grâce au nucléaire, parce que nous, on produit notre électricité à partir de nucléaire, pas à partir de charbon. Et on ne l'a pas fait pour ça. C'est-à-dire que si on a fait des centrales nucléaires, ce n'était pas pour des questions climatiques. C'était juste pour des questions d'indépendance, parce que les mines de charbon s'épuisaient, et qu'il y avait une volonté de maîtrise de l'énergie nucléaire. Donc c'est pour ça qu'on a déployé du nucléaire. Il se trouve qu'après, c'était plutôt bon pour le climat. Bon, cocorico. Mais on ne fait pas plus que les autres là-dessus. Alors, du coup, au niveau de l'énergie consommée en France, ce que ça nous donne, c'est que grosso modo, la première énergie qu'on consomme en France, c'est le nucléaire, donc à peu près 38%, les 3/4 de notre électricité. Et après, en fait, on est plus ou moins comme les autres pays. C'est-à-dire qu'on consomme du pétrole, du gaz, comme tout le monde. On consomme encore un petit peu de charbon, d'ailleurs. Ce sera probablement fermé à la fin du quinquennat, mais on voit que c'est marginal. En fait, tout ce qu'on a fait en France, c'est qu'on a arrêté de produire notre électricité à partir de charbon pour mettre du nucléaire. Pas pour des raisons climatiques. Il se trouve qu'après, c'était plutôt bon pour le climat, mais voilà, c'est pas pour ces raisons-là. Globalement, en France, on fait à peu près la même chose que tout le monde, à la différence qu'on produit notre électricité à partir de nucléaire, moins à partir de charbon. Alors ensuite, est-ce qu'il faut sortir du nucléaire ou pas? Là, je vous demanderai de différencier deux débats. Les centrales nucléaires installées actuellement, ce sont des machines à cash, principalement parce que les coûts sont déjà amortis. Si on regarde les résultats financiers d'EDF, c'est environ 3 milliards d'euros de résultats nets par an. Il y a eu un petit creux en 2014, qui est des prix de marché qui sont tombés. Mais globalement, les centrales nucléaires qu'on a déjà installées, c'est des actifs qui sont amortis. Donc c'est des machines à cash. On vend ça sur le réseau, et c'est très bien. Alors est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas sortir du nucléaire, qu'il ne faut pas se poser la question d'après? Alors moi, je vous dis, c'est extrêmement périlleux de se dire, bah voilà, on a ce nucléaire, il est bien, il est amorti, il ne fait pas de CO2, très bien. Pourquoi? Parce que à un moment, ces centrales vont fermer. Tôt ou tard. Donc ensuite, est-ce que c'est tard, est-ce que c'est tôt? On verra. Mais de toute façon, à un moment, elles vont fermer. Donc il faudra les remplacer. Aujourd'hui, on approche de la date des 40 ans pour les premières centrales nucléaires. Fessenheim, la plus vieille, 77, si je ne dis pas de bêtises, donc déjà 41 ans. On se pose la question de savoir s'il faut les prolonger 10 ans de plus, voire 20 ans de plus. Si on décide de ne pas les prolonger, on dit voilà, 40 ans terminé. Ce qui va se passer, c'est ça. Ça, c'est la décroissance du nucléaire si vous décidez de juste fermer les centrales nucléaires quand elles ont 40 ans. En 7 ans, vous fermez autant de réacteurs nucléaires que l'Allemagne en 25. Très complexe. Très complexe, surtout quand on connaît le volontarisme allemand pour fermer ces centrales nucléaires, très complexe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser la question pour plus tard. Mais là, c'est un petit peu tard pour les 40 ans. Il faut se poser la question de la suite. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la vraie question en fait. Qu'est-ce qu'on fait après le nucléaire historique et comment on gère justement cet effet falaise? Donc le fait qu'on ne peut pas fermer le nucléaire aussi vite qu'on l'a construit, sinon on a un grand effet falaise. Alors là, j'aimerais vous démontrer quelque chose. C'est que les énergies renouvelables électriques seront indispensables à l'avenir. Éolien, solaire. Et alors pour vous le démontrer, je vais prendre l'hypothèse la plus favorable au nucléaire possible. C'est-à-dire que si j'arrive à faire ma démonstration en prenant les hypothèses les plus favorables pour le nucléaire, je vous aurai démontré que les énergies renouvelables sont indispensables. Et donc en fait, on n'a pas le choix des énergies renouvelables. Moi j'entends souvent les éoliennes, c'est moche, machin. Bon, on n'a pas le choix. Alors, pour la décroissance du nucléaire, ça c'est ce que veut faire EDF sur son parc nucléaire. C'est-à-dire qu'ils veulent le prolonger de manière à en fermer 1 ou 2 maximum par an, et si possible commencer en 2029. Bon, en fait, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, on a plutôt prévu de commencer avant, 2026. Bon, c'est à la marge, mais globalement, on va avoir une décroissance du parc nucléaire à partir de 2025-2026 de 1 ou 2 réacteurs par an. Tant et si bien qu'en 2050, on aura perdu les 2 tiers, a priori, du parc nucléaire. 2050, ça peut paraître loin, mais c'est proche en fait.
C'est-à-dire que déployer toute une infrastructure de production électrique, ça prend énormément de temps. On réfléchit sur des échelles de 10-20 ans. Donc en fait, 2050, ça se prépare maintenant. Donc ça, c'est l'hypothèse EDF. Donc décroissance du parc nucléaire, 1 ou 2 réacteurs par an. Ensuite, que nous disent les professionnels du nucléaire sur la construction des nouveaux EPR? Alors, ils nous disent qu'il nous faut une paire d'EPR maintenant, tout de suite, pour l'avoir en 2030, à peu près 10 ans pour déployer un réacteur nucléaire. Et ensuite, il faut un programme de 6 à 8 EPR d'ici 2050. Okay, donc en gros, si on compte Flamanville en plus, on aurait 11 réacteurs nucléaires en plus d'ici 2050. Ça, c'est les hypothèses des professionnels du nucléaire. Alors, moi j'entends quelques excités qui me disent ouais, mais c'est pas assez. Oui, bon, bah, vous allez voir EDF, vous allez voir les industriels du nucléaire, et vous leur dites qu'ils défendent pas assez bien leur industrie, si c'est ça. Moi, je pense qu'on peut raisonnablement prendre ces hypothèses comme un plafond pour du nucléaire. Si on met bout à bout les deux schémas, donc celui de la décroissance du nucléaire historique que je vous ai montré, et qu'on y ajoute les réacteurs nucléaires que demandent les syndicats professionnels, EDF et tous les professionnels du nucléaire. Globalement, d'ici 2050, on perd un tiers de la puissance nucléaire. Ça veut dire que dans l'hypothèse la plus favorable au nucléaire, de toute façon, on en perd un tiers. Et donc, il faut bien le remplacer par quelque chose. Quelque chose, c'est quoi? C'est soit quelque chose qu'on ne consomme pas, sachant que sur l'électricité, globalement, ça va être plutôt stable, puisque ce serait une énergie sans CO2, c'est plus simple à utiliser que du fossile, et c'est un petit peu mieux pour le réchauffement climatique. Soit on remplace par des énergies renouvelables. Alors les énergies renouvelables, moi j'entends plein de défauts, tout ça. Bon, on n'a pas le choix, donc il faudra bien composer avec ça. La question donc on n'a pas le choix de faire avec les énergies renouvelables. Donc les énergies renouvelables remplaceront au moins une partie du nucléaire, pour des raisons de décroissance de la puissance. Alors ensuite, est-ce qu'on peut aller jusqu'à zéro? Parce que c'est ça en fait la vraie question. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à zéro nucléaire et se dire 100% renouvelable? Alors il y a plusieurs scénarios qui existent. Ils ont aussi certaines limites. Donc vous connaissez peut-être l'ADEME, donc l'agence de l'environnement et de la maîtrise énergétique. Donc ils ont publié un scénario il y a 2 ans sur 100% d'énergie renouvelable dans l'électricité, est-ce possible? Et plus récemment, ils ont publié un autre scénario en tenant compte de la situation existante pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Bon, déjà, ils ne sont pas allés jusqu'à 100% d'énergie renouvelable en 2050. Ils sont allés que jusqu'à 85. Ensuite, dans ce scénario, moi je le trouve très bien fait. Hein. L'ADEME fait très bien son travail. Je vous invite à lire leurs travaux. Par contre, je vous invite à ne pas vous arrêter à la page 1, qui dit c'est possible sous certaines conditions et de ne pas regarder les certaines conditions. En fait, ils ont mis plusieurs limites à ça, qui sont des incertitudes. Hein. Peut-être qu'on les surpassera, peut-être pas. Donc déjà, la première, c'est qu'en 2050, on ne serait pas à 100% d'électricité renouvelable, mais plutôt 85%. Et ils ont bien mis dans leur scénario, page 26 sur les limites, que ils n'ont pas encore démontré que production égale consommation à tout moment. Ils n'assurent pas tous les critères de stabilité du réseau. Donc, si vous vous souvenez, l'éolien intermittent, donc tout le défi, c'est d'arriver à faire coller la production avec la consommation. Dans leur scénario, l'ADEME, ils mettent eux-mêmes une propre limite à ça, c'est qu'ils n'ont pas pu regarder en détail si tout était bien assuré à ce niveau-là. Ils ont réussi à dire, oui, au niveau horaire, on y arrive. Critères de stabilité de fréquence, on ne sait pas trop. Donc voilà, il y a certaines limites. Donc ils n'ont pas modélisé le réseau de distribution et une partie des coûts qui vont avec. Donc le réseau de distribution, c'est celui sur lequel vous êtes tous raccordés, donc en lien avec le point précédent. Et voilà. Et en fait, ils ont regardé ce scénario, mais d'un point de vue planificateur omniscient, avec un certain nombre d'incertitudes économiques. Donc voilà, en fait, si on regarde en détail tout le scénario de l'ADEME, il y a des incertitudes à la fois sur le fait qu'on arrive à faire coller à tout moment production égale consommation, ce qui est le principal défi dans l'électricité, et il y a certaines incertitudes économiques. Voilà, ça fait quelques réserves. Donc, je pense qu'il y a des choses intéressantes, notamment pour faire croître les énergies renouvelables, regarder ce qu'ils ont fait, regarder en termes de coûts, démystifier certaines choses. Mais voilà, c'est pas quelque chose à prendre d'argent comptant. C'est pas quelque chose où on dit c'est possible. Bien sûr, quand vous êtes pendant 5 minutes sur un plateau télé et qu'on vous oppose, est-ce que c'est possible? Bon, bah, vous dites oui et ça, et vous dites pas oui à certaines conditions, tout ça. Mais quand on creuse un petit peu les données, on voit qu'il y a certaines limites. Il y a un autre scénario 100% renouvelable que j'aime bien. Alors, c'est celui de Négawatt.
C'est un petit peu différent parce que négawatt ne dit pas 100% d'électricité renouvelable, eux ils disent 100% d'énergie renouvelable, c'est-à-dire tout. Cuisson, déplacement, chauffage, électricité, tout 100% renouvelable. Donc forcément 100% renouvelable, ça veut dire 0% nucléaire. Pour autant, il ne faut pas dire que négawatt est un scénario de sortie du nucléaire. Négawatt est plus un scénario dans lequel on ferait énormément d'économies d'énergie, de sobriété, c'est-à-dire qu'on consommerait moins et on le ferait beaucoup plus efficacement. Et à la fin, on le ferait tellement bien qu'on aurait 2 tiers d'énergie en moins qu'on consommerait, et donc avec le dernier tiers, on pourrait faire que du renouvelable. Et donc avec ça, on pourrait gérer le fait que les énergies renouvelables sont peu concentrées, puisque finalement, on a besoin d'en consommer 3 fois moins. Alors comment on pourra le faire tout ça? Alors je vous mets juste quelques... on n'a pas le temps d'étudier tout négawatt, en fait, je pense que ça prendra 2 heures, c'est un scénario intéressant à étudier. Comment ils disent? On consomme moins, on consomme mieux. Donc ils proposent de limiter la vitesse sur les routes à 110 km/h. Il y a une phrase assez emblématique, je trouve, c'est « A-t-on besoin d'un écran qui avoisine le mètre carré dans son salon ?» C'est vrai qu'on peut se poser cette question. Ensuite, voilà, ça nécessite de mettre en place des incitations pour qu'on n'ait plus tous ces écrans, toute cette électronique, qu'on mange de saison, toutes ces choses-là. Et donc, il y a quelque chose que je trouve intéressant qui dit qu'il faut lutter aussi contre la décohabitation. La décohabitation, c'est le fait qu'avec l'augmentation des divorces, familles monoparentales, isolement de certaines personnes, on vive à moins dans un appartement. Donc chacun individuellement, on occupe de plus en plus de mètres carrés. Si chacun en occupe plus de mètres carrés, forcément on consomme plus d'énergie. Pour toutes les choses, parce qu'il y a énormément de choses qu'on mutualise. Ce qu'ils proposent dans leur scénario, c'est de lutter contre la décohabitation. Donc avec des mécanismes de solidarité entre générations, des choses comme ça. Moi, je pense que ce serait une bonne chose. Je pense que c'est aussi pour ça que négawatt est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs pistes. Ensuite, ça ressemble plus à un scénario de transformation de société dans lequel on a besoin de 2 tiers d'énergie en moins et dans lequel, du coup, on pourra faire sans nucléaire. Et où, du coup, la sortie de nucléaire serait plus une conséquence qu'une réelle volonté générale. En fait, le nucléaire n'aurait plus de sens là-dedans. Voilà, donc quelques limites aussi, mais des choses vraiment intéressantes à étudier. D'ailleurs, sur la sobriété, l'efficacité énergétique, donc en gros, 2 tiers en moins, donc ils proposent de faire moins 66% d'énergie consommée. On a beaucoup de mal à faire moins 20%, mais de toute façon, si on veut gérer le problème du réchauffement climatique, il faudra consommer moins d'énergie. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de négawatts. Il y a certaines limites, donc ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas un scénario de sortie du nucléaire, surtout. On l'entend souvent. Mais voilà, c'est un scénario de sobriété et d'efficacité énergétique qui est intéressant à étudier. Alors ça, c'était pour savoir si on peut sortir du nucléaire. Donc on voit qu'il y a certaines incertitudes, ce serait ambitieux. Je pose une autre question, c'est est-ce qu'on veut sortir du nucléaire? Donc attention, sujet plus sensible, est-ce qu'on veut le faire? Si on admet que c'est possible, est-ce qu'on veut vraiment le faire? Trois éléments sur lesquels on peut débattre. Il y a la question de l'emploi. Le nucléaire, troisième industrie française, 200 000 emplois directs et indirects. Les énergies renouvelables créent des emplois aussi. Ça veut dire que si on sort du nucléaire pour aller vers le renouvelable, on détruit des emplois pour en faire d'autres. Pas les mêmes qualifications, pas localisés aux mêmes endroits. Quand on est passé du charbon au nucléaire, on a fait une transition. Et donc on a détruit des emplois pour en créer d'autres. 50 ans plus tard, on parle encore des anciens bassins miniers comme des bassins de chômage. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Il y a la question d'indépendance. La France maîtrise la technologie nucléaire. On a quelques soucis à en reconstruire, c'est d'ailleurs pour ça qu'EDF dit qu'il faut en construire plus, comme ça on arrivera à mieux remonter cette filière. Mais en tout cas, on est indépendant sur la filière nucléaire. On l'est un peu moins sur tout ce qui est construction d'éoliennes panneaux solaires, on n'en fait pas en France, on en fait en Europe. Donc c'est aussi là que ce serait intéressant d'avoir une dynamique européenne sur la politique énergétique, en tout cas sur la production d'électricité, chose qu'on n'a pas aujourd'hui, que je regrette. Mais voilà, il y a cette question d'indépendance-là et de synergie européenne. Et alors le dernier élément, un peu touchy, c'est la question de la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, il y a 2 grandes puissances qui maîtrisent l'énergie nucléaire en dehors de la France, c'est la Russie et la Chine. Si la France sort du nucléaire, donc techniquement ça veut dire qu'on ne maîtriserait plus la technologie nucléaire.
Est-ce qu'on est prêt, d'un point de vue géopolitique mondial, à laisser la Russie et la Chine sur ce créneau? Question ouverte. En conclusion, je vous propose de regarder ce que dit le GIEC donc dans son dernier rapport. Donc le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental des experts du climat. Donc c'est ceux qui publient toujours des rapports sur les élévations de température, les effets, qui regardent les émissions de CO2, où est-ce qu'on va. On leur a demandé de regarder quelles étaient les conséquences d'un réchauffement à 1,5 degré versus un réchauffement à 2 degrés. Le rapport est assez déprimant, j'en parlerai pas plus aujourd'hui. Si ce n'est qu'on leur a demandé mais comment on pourrait faire pour tenir la trajectoire des 1,5 degrés ou des 2 degrés. Et donc ils ont utilisé plusieurs scénarios pour ça, ils en ont retenu 4 qu'ils ont choisi de mettre en valeur. Alors excusez-moi pour le petit tableau qui n'est pas forcément lisible, mais si vous regardez le premier encadré en rouge, c'est la proportion d'énergie renouvelable qu'il faut dans l'électricité pour respecter la trajectoire des 1,5 ou des 2 degrés. Il faut une croissance drastique des énergies renouvelables dans l'électricité pour tenir une trajectoire des 1,5 ou des 2 degrés. Aujourd'hui, au niveau mondial, on n'est clairement pas au niveau là-dessus. On est à peine à 20% d'énergie renouvelable dans l'électricité, en comptant l'hydraulique. Donc il faut une croissance des énergies renouvelables dans le monde pour pouvoir tenir cette trajectoire des 1,5 ou 2 degrés. Dans le deuxième rectangle, vous avez le nucléaire, où là, ils ont mis aussi une hypothèse de croissance, beaucoup plus faible, mais tout de même une croissance. C'est-à-dire que le GIEC reconnaît au nucléaire son rôle de non-émetteur de CO2. Donc voilà, dans ce que dit le GIEC, globalement, c'est qu'il faut faire drastiquement croître les énergies renouvelables et peut-être un petit peu le nucléaire qui fait partie des solutions qu'on peut utiliser. Alors pour conclure là-dessus, ce qu'on a vu, on a vu plein de choses sur les énergies fossiles, le renouvelable, l'hydraulique, le nucléaire. On a vu que de toute façon, les énergies renouvelables électriques et les énergies renouvelables de manière générale seront indispensables. La question, c'est celle du nucléaire. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le garde ou pas? Est-ce qu'on le fait croître un peu? Est-ce qu'on utilise les centrales nucléaires historiques comme des machines à cache pour faire décroître le nucléaire? Tout ça est ouvert. De toute façon, à la fin, une politique énergétique, c'est une politique industrielle, c'est une question de choix. Un choix qui devra être soutenu par l'État, et donc dans une démocratie qui devra être aussi soutenue par les citoyens. Donc voilà, nous, ce qu'on espère suite à cette conférence, c'est tout simplement que vous avez un peu plus les clés du débat pour vous faire votre propre avis et que vous serez prêts à y prendre part. Voilà. Je vous remercie à tous pour votre attention.